Mohamed Yousfi, vous êtes président de la Société algérienne d'infectiologie, vous êtes également chef de service à l'hôpital de Boufarik. Bonsoir. Bonsoir, merci. À quel point la Covid, docteur Yousfi, a-t-elle impacté justement la prise en charge des personnes atteintes de VIH-Sida? Aujourd'hui, on ne parle plus de séropositifs ou de sidéens, on dit les personnes atteintes de VIH-Sida. C'est clair que l'impact de la Covid au niveau mondial et donc de la même manière au niveau de l'Algérie a été très important. Vous avez parlé tout à l'heure, l'élément clé dans cette infection, c'est le dépistage. Et donc là, c'est le problème de tous les pays dans le monde et c'est pour ça que ce que disait M. Zdam, que cet objectif de 2030 va être difficile, pour ne pas dire impossible, à atteindre. Il y avait déjà des problèmes pour différentes raisons. Avec le Covid, c'est des raisons objectives où tous les systèmes de santé se sont occupés du Covid, si je peux dire ça, au détriment de toutes les autres pathologies et dans l'infection à VIH. Et là, automatiquement, ces malades, comme disait mon ami professeur Achour, ces malades avaient des problèmes. Donc déjà, on arrivait à dépister mal, ce qui fait que ça n'encourageait pas les gens qui veulent se dépister pour venir dans des structures qui étaient, au début, ne voulaient pas la peur du Covid. Et après, même s'ils voulaient venir, les structures étaient occupées, que ce soit les services. Moi, au niveau de Boufarik, tout l'hôpital était Covid. L'hôpital du jour aussi, on a été obligé de réduire nos activités au minimum, ce qui fait que dépistage a été impacté lourdement, ce qui fait que le nombre d'infections a augmenté et va augmenter encore plus. Mais les malades aussi qui se retardent au dépistage entraînent automatiquement, vous avez posé la question des décès, entraînent automatiquement un diagnostic tardif. Et ces malades, lorsqu'ils viennent chez nous, souvent à un stade très avancé, et on a eu beaucoup de décès comme ça pour les nouveaux malades. Je parle des malades qui n'étaient pas connus. Les malades qui étaient connus, c'est la problématique, là aussi, de prendre le traitement. Ils avaient peur de venir. C'est difficile, n'oubliez pas, qu'avec les différents confinements, je prends le cas au niveau de la wilaya de Blida, mais une autre wilaya, où le confinement était total, où les transports étaient interdits entre wilayas, ces malades avaient... Mais habituellement, ça se passe comment? On donne le traitement pour plusieurs mois quand on donne les gens qui sont traités en ambulatoire. Mais le Covid, ça fait 22 mois qu'on y est. Non, vous avez parlé du confinement, c'est pour ça que je pose cette question. Le confinement a duré un mois ou un peu moins? Non, mais j'y arrive. Non, mais le confinement n'a pas duré uniquement un mois, un confinement total à Blida, mais après c'était un confinement partiel qui est resté aussi pendant longtemps, mais aussi tout ce qui est transport. Pendant des mois et des mois, on est resté ça a été perturbé pendant des mois et des mois. Et ce qui fait que l'impact, d'une manière totale du Covid sur le VIH, et ça, c'est des chiffres qui sont mondiaux, c'est pas uniquement en Algérie. Et on s'est retrouvé avec des malades complètement abandonnés, malgré les efforts qu'on a essayé de faire pour leur faire parvenir les traitements. Mais moi, j'insiste sur le retard, surtout sur le retard. La problématique, peut-être pas beaucoup, un peu moins, parce qu'on pouvait agir pour les malades qu'on connaît, les malades qu'on suit, on pouvait agir. Mais les malades qu'on ne connaissait pas, qui n'étaient pas dépistés, le fond du problème est là. Le nombre d'infections a augmenté au niveau mondial, et si le nombre de décès a augmenté avec ce Covid, c'est parce que tout simplement, on n'a pas dépisté ce qu'on pouvait dépister, et ce qu'on pouvait dépister, on l'a laissé évoluer jusqu'à mourir. Oui, peut-être que là aussi, on posera la question, on en parlera peut-être plus tard en parlant des dépistages, peut-être la question aussi de l'autotest. Ça aurait peut-être pu régler cette problématique justement de pouvoir se tester chez soi, chose qui ne se fait pas chez nous. Et voilà, c'est ce qui est regrettable. Là, vous posez toute la problématique de dépistage. De dépistage d'une manière générale, c'est un moyen parmi le paquet qu'on a pour le dépistage. Mais encore une fois, compter entièrement et d'une manière sur l'autotest, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Non, peut-être pas compter, mais en plus. Non, vous l'avez dit, en plus. C'est-à-dire dans un paquet, parce qu'il faudrait mettre c'est-à-dire encourager que cet autotest vienne dans une chaîne concernant le dépistage. Il faudrait que, c'est vrai que beaucoup
on va dire beaucoup, qui auront fait l'autotest, vont venir. Mais il y aura d'autres qui vont avoir ce déni, et on le voit chez nos malades. Des malades qui viennent, donc qui sont diagnostiqués, qui ont mis sous traitement et qui gardent... Mais vous pensez bien que c'est un plus? Oui, non, c'est clair. Voilà, c'est plus un plus qu'un frein. C'est clair, non, j'ai dit... C'est un plus, mais il faut bien le cadrer. Ça ne va pas être évident. C'est ça, l'échec dans toute la stratégie, donc en termes de lutte contre le VIH/SIDA. Si on ne peut pas maîtriser donc, tout ce qui est dépistage, ça ne dépend pas de nous. Mais c'est anormal que des enfants naissent encore avec l'infection. Ça, on avait l'objectif depuis plusieurs années d'arriver à zéro infection. On n'est pas encore à zéro infection. Est-ce qu'on arrive aussi, vous me tendez une perche, est-ce qu'on arrive aussi à prendre en charge justement les enfants? Parce qu'on sait que les chiffres donnent à peu près beaucoup d'enfants décèdent avant l'âge de 2 ans, d'abord sans traitement, et puis aussi les traitements sont inadaptés aux enfants. On a toutes les compétences, tous les moyens pour les prendre en charge. Les enfants, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Les traitements sont adaptés aux enfants? Oui, bien sûr, c'est une obligation. On souffrait il y a quelques années de ça. Effectivement, maintenant avec le développement de différentes molécules et surtout encore les dernières, comme dit la chose qui va venir, mais c'est en amont. C'est inacceptable qu'avec toutes les structures de santé, on a un système de santé quand même que beaucoup de pays nous envient en termes de carte sanitaire. C'est-à-dire que la femme peut être donc dépistée d'abord en prénuptial, avant la grossesse, au cours de la grossesse, on peut la rattraper à différents moments et pour pouvoir la traiter et garantir que l'enfant qui va naître sera séronégatif. Mais malheureusement, là, c'est une défaillance du dépistage de la femme enceinte qui est possible à tous les niveaux. Si on doit se reprocher des choses, c'est à ce niveau, en termes de stratégie, c'est à ce niveau. Il faudrait que ce dépistage soit systématique, proposé systématiquement à cette femme. Donc, en termes de dépistage, c'est que comme il n'y a pas de particularité, donc au début de cette primo-infection, donc comme une petite grippe, donc automatiquement pendant cette période, s'il n'y a pas un comportement à risque, donc la personne vient se faire dépister. S'il n'y a pas donc un dépistage à l'occasion, comme ça, d'un bilan, il n'y a pas quelque chose de spécifique qui va attirer l'attention, en dehors du comportement à risque, comme je vous ai dit, attirer l'attention de la personne pour aller elle-même, lorsqu'elle est infectée. Il y a des personnes qui sont infectées et qui ne le savent pas. Donc, en dehors c'est pour ça qu'on insiste sur le dépistage, donc il doit être large. La proposition de dépistage doit être large. En dehors, comme je vous dis, de celui qui a un comportement à risque, là, il sait, il doute, surtout s'il connaît un petit peu. Et donc là, il va venir, comme il peut ne pas venir du tout. Et ça, c'est notre paire de manches. Mais le fait de ne pas avoir cette particularité, c'est pour ça qu'on insiste sur le dépistage, la proposition de dépistage systématique qui répond à votre question, qui va diminuer cet intervalle. Ça a complètement, j'allais dire, le VIH ou le malade VIH a complètement changé de statut en l'espace d'une vingtaine d'années. Avant, c'était un malade qui avait une espérance de vie courte. C'était une maladie mortelle. Maintenant, c'est une maladie chronique. Chronique où le malade vit presque normalement, il peut se marier, peut avoir des enfants, donc, et surtout avec une facilitation en principe en termes de traitement, en termes de prise en charge, ce qui fait qu'on est en train de gérer maintenant, parce que de plus en plus, peut-être pas encore chez nous, un peu moins, mais ailleurs, dans des pays où il y a une épidémiologie, plutôt une prévalence beaucoup plus importante, c'est les malades de troisième âge, c'est les personnes donc âgés qui présentent, ça vous donne une idée sur, j'allais dire, les progrès immenses qui ont été faits, ça a été dit par mes amis ici, immenses qui ont été faits en termes de prise en charge. Reste toujours le problème de ce dépistage et de cette situation tabou. Oui, si vous permettez, parce que la problématique chez nous, en Algérie, justement, avec tous les efforts qui ont été faits, il y a eu, mais ça reste un problème sociétal. Et ce que disait mon ami Zdam tout à l'heure, c'est que surtout dans ces populations
cibles, clés. Et donc, ces populations à risque, c'est toute la problématique du comportement de la société, en commençant par les professionnels de la santé qui font partie de cette société. Cette discrimination, c'est ça qui nous pose jusqu'à maintenant problème. Le problème n'est plus dans les moyens de dépistage, dans les moyens humains, dans le matériel, dans le médicament. Le problème est dans les mentalités, donc en termes de tabou. L'aspect qui a révolutionné un peu la vie des séropositifs ou des personnes vivant encore une fois avec le VIH/SIDA, mais on n'a pas vraiment insisté sur le fait que ça réduit énormément la charge virale, qui est un point très important dans les traitements. Il y a aussi un enjeu collectif quand on prend ces traitements. Effectivement. Oui. Donc, ça a été dit, la meilleure prévention, c'est de prendre le traitement. Oui. Donc, et le but, l'objectif, ce qu'on appelle une charge virale supprimée ou indétectable, oui, pour que le citoyen comprenne, c'est qu'on a dit que c'est une maladie chronique, c'est-à-dire que le virus reste toujours mais avec un taux très très faible, avec lequel on peut donc vivre, avec lequel on ne transmet pas la maladie, on peut se marier. Et donc ces traitements, justement, l'évolution aussi bien en termes de facilité de prise, comme ça a été dit par le professeur, donc excusez-moi. Donc là, cette évolution, comme on dit, j'ai un double effet positif pour le malade. C'est les modalités, mais aussi en termes donc d'impact sur le virus. Effectivement, les traitements qu'on a actuellement sont de plus en plus efficaces. On essaie à chaque fois d'essayer d'avoir des traitements qui ont donc une robustesse, comme on dit, qui arrive à réduire cette charge virale le plus rapidement, oui, et le plus longtemps. Et donc la référence, justement, maintenant en termes de traitement, donc du point de vue donc effet, c'est cette charge virale supprimée pendant longtemps. C'est ça le challenge donc qu'on a dans les nouveaux traitements. Facilité d'administration et pour le malade, ça a été dit, avec les traitements donc qui vont être à une longue durée d'action. Et c'est des traitements jusqu'à 6 mois. C'est important de le rappeler, docteur Yousfi, justement, parce que les gens peut-être ne vont pas se faire dépister. On a encore une fois, encore aujourd'hui, cette idée que le sida reste une maladie mortelle, alors qu'aujourd'hui, avec ces traitements, justement, il faudra rappeler. On l'a dit depuis tout à l'heure, c'est devenu une maladie banale grâce à ces traitements. Une maladie banale. Oui. Et surtout lorsqu'elle est dépistée tôt, d'ailleurs. L'Organisation mondiale de la santé, l'ONU-SIDA et tous les spécialistes donc sont d'accord. Donc les instructions de l'Organisation mondiale de la santé, c'est de tester et traiter rapidement. Pourquoi on dépiste tôt? Parce que plus on dépiste tôt et plus on traite tôt, et plus à ce moment-là on donne toutes ces chances à ces malades qui vont, encore une fois, avoir une vie presque normale. Et on a des exemples, et qui vont avoir les complications de l'infection VIH très très tardivement, à un âge très avancé. Merci encore une fois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux.